Le soleil matinal filtrait timidement à travers les rideaux décolorés du petit appartement dans le quartier de Belleville à Paris, quand le téléphone noir à cadran a commencé à sonner avec une insistance glaçante. Carmen Dubois, une femme de 72 ans aux mains burinées par des décennies de travail domestique, laissa tomber la tasse en étain qu'elle essuyait et s'approcha de l'appareil à pas hésitants. Ses doigts arthritiques tremblèrent alors qu'elle soulevait le combiné, et la voix qu'elle entendit de l'autre côté la frappa comme un marteau contre du verre fragile. Madame Dubois, l'officier Lebrun de la délégation du 10e arrondissement. Votre petite-fille Lucie Dubois est en garde à vue pour vol. Vous devez vous présenter immédiatement. Le monde de Carmen bascula. La petite cuisine familière, avec ses murs jaunis par la fumée des décennies, la cuisinière qui ne fonctionnait qu'avec 2 feux, la table en bois qui avait été le témoin de milliers de repas silencieux, lui parut soudain étrangère, comme si elle voyait sa vie à travers un kaléidoscope brisé. Lucie, sa petite Lucie, 16 ans, l'enfant qui gardait des pièces dans un pot de confiture vide pour lui acheter des médicaments quand elle était malade. Celle qui se levait avant l'aube chaque jour pour aider à préparer ses jeunes frères pour l'école, en repassant leurs uniformes, avec un fer à repasser emprunté et en s'assurant qu'ils aient quelque chose à manger avant de partir. Celle qui disait toujours « s'il vous plaît » et merci même lorsque le monde ne lui montrait que rarement la même courtoisie. Carmen raccrocha le téléphone d'un mouvement mécanique et se dirigea vers sa petite penderie. Elle s'habilla de ses plus beaux vêtements, une robe bleu marine qu'elle avait achetée au marché des puces 5 ans auparavant quand elle espérait encore des occasions spéciales. Ses chaussures noires polies jusqu'à briller, malgré les craquelures visibles dans le vieux cuir, résonnèrent contre le sol en ciment alors qu'elle marchait vers la porte, avec la détermination d'une femme qui avait déjà affronté des crises familiales. Le trajet jusqu'à la délégation fut une traversée d'un Paris qui vibrait de vie, mais qui lui paraissait maintenant hostile et étranger. Les vendeurs ambulants criaient les prix des fruits et légumes depuis leurs chariots colorés les vieilles. Voitures crachèrent de la fumée noire en naviguant dans les rues encombrées. Les enfants couraient entre les stands de nourriture de rue en poursuivant des ballons de football dégonflés. Mais pour Carmen, tout ce tumulte s'était transformé en un bourdonnement sourd. Il n'existait que le rythme implacable de ses pas sur l'asphalte craquelé et le martèlement erratique de son cœur contre ses côtes. La délégation se dressait devant elle comme une forteresse de béton gris et de promesses brisées. Le bâtiment, construit dans les années 70 avec l'esthétique brutale qui caractérisait les institutions gouvernementales de l'époque, semblait conçu pour intimider des gens comme Carmen. Les petites fenêtres et les hauts murs envoyaient un message clair ici. La justice n'était pas un droit, mais un privilège qui était accordé selon des critères qu'elle ne pouvait ni comprendre ni contrôler. À l'intérieur, l'air sentait le désinfectant bon marché, mélangé à la sueur et au désespoir. Les policiers, avec leurs uniformes amidonnés et leurs expressions fatiguées qui témoignaient de trop d'années à voir le pire de l'humanité, la regardèrent comme ils avaient regardé des milliers de grands-mères avant elle, avec un mélange de compassion routinière et de dégoût professionnel. L'officier Lebrun, un homme robuste, d'âge moyen, avec une moustache grise et des yeux, qui avait depuis longtemps perdu toute trace de compassion, lui expliqua les charges avec la même indifférence émotionnelle avec laquelle il aurait lu les prévisions météorologiques. Ces mots tombèrent sur Carmen, comme des pierres jetées dans un étang créant des ondes de choc qui se propagèrent dans tout son être. Votre petite fille a été trouvée en possession d'un bracelet en diamant estimé à 50 000 €, dit-il en consultant un dossier abîmé. La propriétaire Madame Émilie Dupont de la bijouterie Diamant Étoilé à la place Vendôme l'accuse formellement de vol. La mineure a été arrêtée alors qu'elle tentait de sortir du magasin avec la marchandise cachée. Carmen sentit comme si quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène de la pièce. 50 000 €, une somme qui représentait plus d'argent qu'elle n'en avait vu de toute sa vie de travail domestique, nettoyant les maisons de famille, qui dépensait cette somme pour un dîner. Une somme qui pourrait faire vivre une famille comme la sienne pendant plus d'1 an achetant de la nourriture, payant le loyer, couvrant les urgences médicales. « C'est complètement impossible », murmura Carmen, sa voix à peine audible parmi le murmure constant du bureau rempli d'autres drames familiaux. « Lucie ne ferait jamais une chose pareille. Elle ne peut pas l'avoir fait. Vous ne connaissez pas cet enfant. »
L'officier Lebrun la regarda avec cette expression particulière qu'il avait perfectionnée après des décennies de métier. Un mélange de compassion épuisée et de pragmatisme cruel, qui indiquait qu'il avait entendu la même protestation d'innocence 1000 fois auparavant. « Madame, je comprends que c'est difficile à accepter. Tous les proches disent exactement la même chose. Mais les preuves sont incontestables. Elle a été trouvée en possession du bracelet. Madame Dupont l'a formellement identifié. Il y a des caméras de sécurité. » Quand Carmen fut finalement autorisée à voir Lucie après 3 heures d'attente, sur des bancs en plastique dur qui lui engourdissèrent les jambes, son cœur se fragmenta en 1000 morceaux microscopiques. L'enfant de 16 ans, qui quelques jours plus tôt avait ri en aidant à faire des tamales pour les fêtes de fin d'année, en chantant des chansons de Claude François, en broyant la pâte, était maintenant assise dans une petite cellule froide, au mur de béton taché. Ses yeux normalement brillants de curiosité et de détermination étaient là gonflés par les larmes retenues. Ses mains toujours si actives, cousant cuisinant, étudiant aidant, reposaient maintenant immobiles sur ses genoux comme des oiseaux blessés qui avaient oublié comment voler. Le chemisier blanc de son uniforme scolaire était froissé, et il y avait une petite tache sur la jupe bleu marine que Carmen reconnut comme la preuve que Lucie avait pleuré sur ses vêtements. « Grand-mère », murmura Lucie quand elle la vit s'approcher, « des barreaux. » Ce n'était pas une salutation, c'était une supplication désespérée, une demande de pardon pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait des excuses pour exister dans un monde qu'il avait jugé sans la connaître, sans l'écouter, sans lui donner une chance d'expliquer sa vérité. Carmen tendit sa main ridée à travers les barreaux froids. Les doigts des deux se sont entrelacés avec le désespoir de 2 naufragés, s'accrochant à la même planche, au milieu d'une tempête, et en ce moment intime, le monde extérieur, avec tous ses bruits, ses injustices, sa hâte, cessa d'exister. Il n'y avait qu'elles deux comme cela avait été si souvent auparavant, quand elles affrontaient ensemble les crises que la vie leur avait imposées sans merci. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé, ma chérie, » dit Carmen, sa voix chargée de tout l'amour inconditionnel qu'elle avait accumulé pendant 72 ans de vie, d'élever des enfants, d'être le roc sur lequel sa famille s'était construite. Lucie avala sa salive avec difficulté. Ses mots sortirent lents et mesurés, comme si chaque syllabe lui causait une douleur physique. Je marchais sur l'avenue des Champs-Élysées après être sorti du lycée. J'étais allé déposer des documents pour la bourse universitaire à la Sorbonne, tu sais, celle dont j'ai besoin pour étudier le travail social. Carmen acquiesça, se souvenant des nuits que Lucie avait passées à remplir des formulaires à la faible lumière d'une lampe empruntée, rêvant d'un avenir où elle pourrait aider des familles comme la sienne. Quand je suis passé devant la bijouterie, j'ai vu quelque chose de brillant par terre près de l'entrée. Continua Lucie, ses yeux fixés sur ceux de sa grand-mère, comme si elle avait besoin d'ancrer son histoire dans quelque chose de solide et de fiable. C'était un beau bracelet avec des diamants qui brillaient même à l'ombre. J'ai pensé que quelqu'un l'avait perdu. Tu sais comment je suis grand-mère. Je ne peux pas voir quelque chose de précieux jeté sans penser à la détresse de la personne qui l'a perdu. Carmen savait. C'était exactement ce que Lucie ferait. Une fois, alors qu'elle avait 8 ans, elle avait trouvé une pièce de monnaie, dans la rue, et avait marché 10 pâtés de maison sous la pluie pour trouver son propriétaire convaincu que cette pièce pouvait faire la différence entre le fait qu'une famille dîne ou non ce soir-là. Alors je l'ai ramassé et je suis entré directement dans la boutique pour le rendre. Lucie continua sa voix, commençant à se briser face à l'injustice de ce qui s'était passé ensuite. La dame derrière le comptoir, une femme plus âgée avec beaucoup de maquillage et des bijoux chers, a immédiatement commencé à crier. Elle a dit qu'elle m'avait vu sortir de la boutique avec le bracelet, que j'étais revenu parce que j'avais eu peur qu'on me voie. Les larmes ont finalement commencé à couler sur les joues de Lucie, chacune brillant comme de petits cristaux sous les lumières fluorescentes crues de la cellule. Elle ne m'a pas cru quand je lui ai dit la vérité, grand-mère. Peu importe. Combien de fois j'ai expliqué que je ne faisais que le rendre. Elle a continué à crier que j'étais une voleuse, que les filles comme moi essaient toujours de voler dans les boutiques élégantes. Elle a appelé la sécurité avant même que je puisse finir d'expliquer. Carmen sentit chaque larme de sa petite fille comme un coup de couteau direct au cœur. Lucie, qui n'avait jamais pris quoi que ce soit, qui ne lui appartenait pas, qui avait un jour économisé pendant des mois pour rendre un crayon qu'elle avait emprunté à l'école et qu'elle avait oublié de rendre, était maintenant étiquetée comme une criminelle,
pour le seul fait d'avoir essayé de faire ce qui était juste. « Nous allons arranger ça », dit Carmen avec une conviction dont elle n'était pas sûre de la ressentir réellement. « Nous allons prouver que tu es innocente. Nous allons faire en sorte que tout le monde sache la vérité sur qui tu es réellement. » Mais quand Carmen est rentrée chez elle ce soir-là marchant dans les rues, qui semblait maintenant la regarder avec suspicion, elle a rencontré quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé dans ses pires cauchemars, la réaction de sa propre famille. La trahison ne viendrait pas d'étrangers, mais du sang de son sang. Robert Dubois, son fils de 45 ans et père de Lucie, était assis dans le fauteuil usé du salon fumant une cigarette gauloise et regardant une émission de télévision, People, comme si c'était une journée tout à fait normale. Ses chaussures de travail étaient jetées près de la porte. Sa chemise de mécanicien pendait au dossier d'une chaise et sur son visage, il n'y avait pas l'ombre de l'inquiétude ou de la panique que Carmen avait espéré voir. « J'ai déjà appris pour Lucie, dit-il, sans se retourner, sa voix aussi plate et dépourvue d'émotion que s'il commentait un match de foot. Elle a probablement fait ça, maman. Ces jeunes d'aujourd'hui, tu ne les connais pas comme tu crois les connaître. » Les mots de Robert tombèrent sur Carmen comme une avalanche de trahison glaciale. Elle resta paralysée sur le pas de la porte, les clés encore à la main, incapable de traiter complètement ce qu'elle venait d'entendre. Elle avait espéré de nombreuses réactions de son fils, colère, frustration, panique, voire déni. Mais elle n'avait jamais anticipé cette acceptation froide et immédiate de la culpabilité de sa propre fille. « Elle ne l'a pas fait », dit Carmen, sa voix tremblant d'un mélange de choc et de fureur croissante. « Lucie n'est pas capable de faire quelque chose comme ça. Tu la connais mieux que personne. » Robert se retourna finalement pour la regarder et Carmen vit dans ses yeux quelque chose qui la terrorisait plus que toute accusation extérieure, l'indifférence. Les yeux qui avaient autrefois brillé d'espièglerie enfantine, quand elle le consolait après des cauchemars qui s'étaient remplis de larmes quand il avait été diplômé du collège contre toute attente, étaient maintenant durs et froids, comme des pierres au fond d'une rivière. « Ne sois pas dramatique, maman, » dit-il, écrasant sa cigarette dans un cendrier déjà plein. « Tu ne sais pas dans quel problème ces filles se mettent quand elles sortent dans la rue. Le monde n'est plus comme quand j'étais jeune. Ces filles, comme si Lucie était une étrangère dangereuse au lieu de sa propre fille, comme si elle n'était pas la même enfant qui avait couru dans ses bras en pleurant quand elle s'était blessée au genou, la même qui lui avait fait des cartes pour la fête des pères dessinées à la main, même quand il n'avait pas le temps de les regarder parce qu'il était trop occupé à travailler à boire ou simplement absent. Carmen s'assit lourdement dans le fauteuil usé qu'elle avait acheté d'occasion 15 ans auparavant, sentant que ses jambes ne pouvaient plus supporter le poids de cette nouvelle réalité. « C'est ta fille, Robert, ta propre fille. Et c'est ta faute, répondit-il avec une cruauté décontractée qui la frappa comme une gifle physique. Tu l'as gâtée depuis qu'elle est petite. Tu lui as rempli la tête d'idées qu'elle peut faire ce qu'elle veut, que le monde lui doit quelque chose qu'elle mérite, des choses qu'elle ne peut pas se permettre. Maintenant, regarde où elle a fini. » Les mots de Robert résonnèrent dans la petite pièce comme les échos d'un cauchemar. Carmen avait passé les 10 dernières années à être pratiquement la seule figure parentale stable dans la vie de Lucie, tandis que Robert travaillait en quart double à l'atelier de mécanique, ou plus fréquemment disparaissait pendant des jours entiers sans explication, laissant Carmen gérer tous les crises de santé, les problèmes scolaires, les nuits d'insomnie, les décisions difficiles sur la façon d'étirer chaque euro. C'était Carmen qui avait marché sous la pluie torrentielle pour emmener Lucie à l'hôpital quand elle avait de la forte fièvre et que Robert ne répondait pas au téléphone. C'était Carmen qui avait travaillé des heures supplémentaires en nettoyant des bureaux le soir pour pouvoir payer les manuels scolaires du lycée. C'était Carmen qui avait consolé Lucie quand d'autres enfants se moquaient de ses vêtements rapiécés, qui lui avait appris que sa valeur en tant que personne ne se mesurait pas aux marques de ses vêtements ou à l'argent dans son portefeuille. Et maintenant, quand Lucie avait le plus besoin du soutien inconditionnel de sa famille, Carmen se retrouvait complètement seule dans sa défense. La situation empirera 1 heure plus tard, lorsque Marie-Hélène, la seconde épouse de Robert, arriva, à la maison chargée de sacs de courses de grands magasins chics. Ses ongles parfaitement vernis d'un rouge vif contrastaient dramatiquement avec l'or de ses multiples bagues, alors qu'elle déposait ses achats sur la table de la cuisine, comme si elle marquait son territoire. Quand Carmen lui raconta la situation,
de Lucie espérant trouver au moins un peu de préoccupation maternelle, Marie-Hélène soupira simplement, avec l'exaspération de quelqu'un à qui on avait annoncé un désagrément mineur qui interromprait ses projets pour le week-end. « Oh là là, quelle honte !» dit-elle en regardant son reflet dans le miroir de l'entrée et en ajustant ses cheveux teints en blond. Que vont penser les voisins quand ils seront au courant? Et si ça passe aux informations? Et si les journalistes viennent ici? Carmen la regarda avec une incrédulité croissante. « Tu parles de Lucie, de ta belle-fille. »« C'est précisément pour ça que c'est si problématique, » répondit Marie-Hélène, appliquant du brillant à lèvres sans établir de contact visuel avec Carmen. « Je ne peux pas être associée à ce genre de scandale public. J'ai ma réputation à protéger, j'ai des amis au travail, j'ai une image à maintenir. » Cette nuit-là, Carmen resta éveillée dans son petit lit, le même lit où elle avait consolé ses enfants pendant les cauchemars, où elle avait planifié des budgets familiaux impossibles, où elle avait pleuré en silence pour tous les sacrifices que personne ne reconnaîtrait jamais. Elle regarda le plafond taché par d'anciennes infiltrations, écoutant les bruits nocturnes du quartier des chiens, aboyant au loin de la musique filtrée des radios, le murmure constant de la circulation qui ne s'arrêtait jamais complètement. Elle avait passé toute sa vie d'adulte à soutenir cette famille, comme une colonne vertébrale invisible. Elle avait sacrifié ses propres rêves. Elle avait autrefois voulu être enseignante afin que ses enfants puissent avoir de meilleures opportunités. Elle avait travaillé jusqu'à ce que ses mains se gercent et que son dos se courbe en permanence. Elle avait renoncé à la possibilité de se remarier après la mort de son mari, consacrant toute son énergie émotionnelle à élever ses petits-enfants lorsque ses propres enfants se sont avérés être des parents incohérents. Et maintenant, au moment où elle avait le plus besoin que sa famille s'unisse autour de l'un de ses membres les plus vulnérables, elle se retrouvait complètement abandonnée. Robert avait choisi le confort de blâmer la victime plutôt que la difficulté de lutter pour la justice. Marie-Hélène avait choisi sa vanité sociale plutôt que la responsabilité familiale. Mais Lucie ne l'avait pas abandonnée. Et Carmen n'allait pas abandonner Lucie, peu importe à quel point elle se sentait seule dans cette lutte. Si vous appréciez l'histoire, écrivez 5 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, écrivez 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour vous. Continuons. Les jours qui suivirent se fondirent dans une brume de réunions frustrantes avec des avocats qu'elle ne pouvait pas payer et des fonctionnaires qui semblaient plus intéressés à traiter les affaires rapidement qu'à rechercher la vérité. L'avocat commis d'office assigné à l'affaire de Lucie était Maître Laurent, un homme d'une 50aine d'années, avec des costumes qui avaient connu de meilleures décennies et une attitude qui laissait entendre qu'il avait déjà mentalement perdu l'affaire avant même qu'elle ne commence. Son bureau était situé dans un immeuble délabré près du palais de justice, avec des escaliers qui craquaient sinistrement sous le poids des visiteurs et des couloirs qui sentaient le désinfectant bon marché mélangé au désespoir humain. Les murs étaient recouverts de diplômes jaunis et de photographies de remises de diplômes universitaires qui semblaient avoir eu lieu dans une autre ère géologique. « Madame Dubois, lui dit-il lors de sa première réunion formelle, assis derrière un bureau métallique couvert de dossiers qui chancelaient en piles précaires, « Je comprends parfaitement votre désir de vous battre pour votre petite fille. C'est naturel, c'est admirable. Mais nous devons être réalistes quant aux circonstances auxquelles nous sommes confrontés. » Carmen se pencha en avant sur la chaise en plastique dur, les mains jointes avec une telle force que ses jointures étaient devenues blanches. « Qu'est-ce que vous entendez par réaliste? Les preuves ne sont pas en notre faveur, » admit Maître Laurent feuilletant le dossier avec la familiarité ennuyée de quelqu'un qui avait vu le même schéma des centaines de fois. Madame Dupont est une femme très respectée dans le monde des affaires. Sa bijouterie est à la place Vendôme depuis 15 ans, sans le moindre incident. Elle a des témoins employés, elle a des caméras de sécurité et surtout, ils ont trouvé Lucie en possession du bracelet. Carmen remua le café dilué qu'on lui avait servi dans une tasse en polystyrène. Mais qu'en est-il de l'histoire de Lucie? Qu'en est-il du fait qu'elle est volontairement entrée dans la boutique pour rendre le bracelet? Sa version est... L'avocat fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Convenable, très convenable. Les juges ont entendu cette histoire des milliers de fois au cours de leur carrière. Je ne faisais que le rendre. Je l'ai trouvé dans la rue. J'allais faire ce qu'il fallait.
C'est pratiquement un cliché dans les affaires de vol. Mais c'est la vérité. Maître Laurent soupira profondément, et Carmen put voir dans ses yeux fatigués la fatigue d'un homme qui était entré dans la profession juridique avec de nobles idéaux et avait été battu par la réalité jusqu'à la résignation. Madame, avec tout le respect que je vous dois, la vérité ne suffit pas toujours devant un tribunal. Nous avons besoin de preuves vérifiables. Nous avons besoin de témoins indépendants. Nous avons besoin de quelque chose de plus substantiel que la parole d'une adolescente issue d'un milieu modeste contre celle d'une femme d'affaires établie. Carmen rentra chez elle ce soir-là, se sentant plus vaincue que jamais dans sa vie. Elle avait dépensé les derniers euros qu'elle avait économisés en transport en commun pour se rendre aux différentes réunions. Et maintenant, elle était confrontée à la réalité écrasante qu'elle n'aurait peut-être pas les ressources, financières, sociales ou juridiques, pour sauver Lucie d'un système qui semblait avoir décidé de sa culpabilité avant même d'entendre son histoire. Mais cette nuit-là, alors qu'elle préparait un simple dîner de haricots rouges et de tortillas de maïs, le même repas qui avait soutenu sa famille pendant des décennies de difficultés économiques, quelque chose de fondamental changea à l'intérieur de Carmen. Une étincelle de rébellion s'alluma quelque part au fond de son âme, alimentée par des décennies d'injustice tue et de dignité bafouée. Elle avait passé trop d'années à être la femme invisible, celle qui nettoyait en silence, celle qui cuisinait sans reconnaissance, celle qui prenait soin de tout le monde sans prendre soin d'elle-même, celle qui souriait quand ce qu'elle voulait. Vraiment, c'était crier contre les injustices qu'elle voyait chaque jour. Elle avait laissé les autres décider de la valeur de ses mots. Elle avait accepté que sa classe sociale signifiait que son témoignage valait moins. Elle avait intériorisé l'idée que les gens comme elle n'avaient pas le droit d'exiger justice. Pas cette fois, pas avec Lucie, pas quand tout ce qu'elle avait travaillé à construire, une petite fille instruite, morale, pleine de rêves, était en train d'être détruit par des préjugés et des suppositions. Carmen commença sa propre enquête avec la détermination méthodique d'une femme qui avait appris que si elle voulait que quelque chose soit fait correctement, elle devrait le faire elle-même. Chaque matin, après avoir terminé ses tâches ménagères, de base, elle prenait le métro jusqu'à la place Vendôme et parlait à toute personne qui était disposée à l'écouter. Les vendeurs ambulants qui travaillaient près de la bijouterie la regardaient avec un mélange de compassion et de scepticisme. Certains lui offraient des informations inutiles, d'autres haussaient simplement les épaules et continuaient leur vente. Les employés des magasins environnants l'évitaient activement, probablement instruits par leur gérant, de ne pas s'impliquer dans des problèmes juridiques. Mais Carmen persista. Elle avait appris au cours de décennies de pauvreté que la persistance était souvent le seul recours dont disposaient les gens comme elle contre des systèmes conçus pour les ignorer. Un après-midi de décembre, alors qu'elle attendait le bus après une autre journée de recherche infructueuse, Carmen remarqua un homme qui vivait clairement dans la rue. Il était assis près d'un immeuble de bureau avec une couverture militaire râpée sur les épaules et une tasse de café jetable devant lui qui contenait quelques pièces de monnaie. Ses yeux étaient vifs et intelligents, observant tout ce qui se passait autour de lui avec l'attention hyper vigilante de quelqu'un dont la survie dépendait du fait d'être conscient de chaque détail de son environnement. Carmen était passée devant lui des dizaines de fois lors de ses visites dans le quartier, mais comme la plupart des gens, elle avait appris à rendre les sans-abri invisibles. Ils faisaient partie du paysage urbain, que la société avait décidé d'ignorer des fantômes vivants dans une ville qui préférait ne pas reconnaître leur existence. Mais maintenant, dans sa propre expérience d'invisibilité sociale, Carmen reconnut quelque chose de familier dans la posture de l'homme. Elle s'approcha lentement de lui, consciente que son approche pourrait être mal interprétée. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle doucement. L'homme la regarda avec la prudence instinctive de quelqu'un qui avait appris que les interactions avec des inconnus pouvaient varier de la gentillesse à la cruauté sans avertissement préalable. « Oui, madame. Je m'appelle Carmen Dubois. Je recherche des informations sur quelque chose qui s'est produit ici il y a quelques semaines. » L'homme étudia attentivement son visage, évaluant probablement si elle représentait une sorte de menace ou d'opportunité. « Vous êtes de la police assistante sociale. »« Non, je suis grand-mère, » répondit Carmen avec une honnêteté simple qui sembla désarmer les défenses de l'homme. « Ma petite fille a été accusée d'avoir volé quelque chose dans cette bijouterie. » Elle désigna le magasin élégant de l'autre côté de l'avenue.
Mais elle ne l'a pas fait. J'essaie de découvrir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. L'homme qui se présenterait finalement comme Aurélien Martin vivait dans les rues de Paris depuis 5 ans. Il avait autrefois eu une vie différente. Un emploi dans une usine textile, un petit appartement dans le quartier de Ménilmontant, une famille qui s'était progressivement éloignée de lui lorsque les problèmes économiques se sont transformés en dépression, et la dépression s'est transformée en alcoolisme, et l'alcoolisme s'est transformé en la perte de tout ce qu'il avait valorisé. Mais dans sa chute, il avait conservé quelque chose que beaucoup de personnes ayant un foyer semblaient avoir perdu, son humanité de base et sa capacité à observer réellement ce qui se passait autour de lui. « Je passe la plupart de mes journées, ici dit-il gesticulant vers le quartier commerçant chic qui s'étendait dans toutes les directions. Les riches ne me voient pas, je suis invisible pour eux, mais cela signifie que je vois beaucoup de choses qu'ils ne se rendent pas compte, que je suis en train de voir. » Carmen s'assit sur le trottoir à côté de lui, sans se soucier des regards de dégoût des passants bien habillés, qui désapprouvaient clairement sa décision de s'associer à quelqu'un de la classe sociale la plus basse. « Qu'avez-vous vu ?» Le 15 novembre. Aurélien ferma les yeux, comme s'il accédait à un fichier mental spécifique parmi des milliers de jours observés depuis sa perspective unique aux marges de la société. Il y avait beaucoup de mouvements ce jour-là. C'était vendredi, donc beaucoup de gens riches sortaient tôt du travail pour faire leurs emplettes du week-end. Des gens qui entraient et sortaient des magasins avec des sacs chers exhibant leurs achats. Il s'arrêta ouvrant les yeux pour regarder directement Carmen. « Votre petite fille est une fille mince, aux longs cheveux noirs qui marche toujours avec détermination, mais pas de manière grossière. » Le cœur de Carmen s'accéléra sensiblement. « Oui, c'est exactement Lucie. Elle m'a donné la moitié de son sandwich une fois il y a environ 3 mois, » dit Aurélien avec un petit sourire qui transforma complètement son visage. « Elle marchait par ici après l'école. Elle a vu que j'avais faim et sans que je ne lui demande rien. Elle a partagé son goûter avec moi. Elle ne me connaissait pas, elle n'avait aucune raison de le faire, mais elle l'a fait quand même. » Carmen sentit les larmes monter à ses yeux. Bien sûr, Lucie avait fait ça. C'était exactement le genre de geste spontané de gentillesse qui caractérisait sa petite fille. « Ce jour-là en particulier, » continua Aurélien, sa voix devenant plus concentrée et sérieuse, « j'ai vu un homme qui n'était définitivement pas du quartier. Costume cher, chaussures brillantes, montre qui coûtait probablement plus que tout ce que j'ai possédé dans ma vie. Mais il agissait de façon très étrange. » Carmen se pencha en avant chaque mot d'Aurélien, lui semblant être une pièce d'un puzzle qui commençait enfin à prendre forme. Il était nerveux, regardant constamment par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un le suive ou le confronte. Il est sorti de la bijouterie à moitié en courant, mais quelque chose lui est tombé au passage. Je l'ai vu briller sur le trottoir quand la lumière l'a frappé. Le cœur de Carmen battait maintenant si fort qu'elle était sûre qu'Aurélien pouvait l'entendre. « Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?» Des agents de sécurité sont arrivés de l'un des immeubles de bureaux voisins. Apparemment, quelqu'un avait signalé un tumulte ou quelque chose comme ça. L'homme en costume a été complètement effrayé. Quand il les a vus s'approcher et il s'est enfui en courant vers la station de métro. Il a laissé derrière lui ce qui était tombé. Carmen pouvait à peine respirer. Et ensuite, il s'est peut-être passé 1 heure, continua Aurélien, sa voix, étant maintenant chargé de l'importance de ce qu'il révélait. Les gardes sont partis. Les gens ont continué leur vie normale, et puis j'ai vu votre petite fille marcher sur le trottoir. J'ai reconnu sa façon de marcher, toujours avec détermination, mais jamais avec une hâte grossière. Elle s'est arrêtée quand elle a vu l'objet brillant par terre. Carmen s'accrocha à chaque mot comme à des bouées de sauvetage dans un océan de désespoir. Je l'ai vu se baisser, ramasser le bracelet, l'examiner un instant, pensant probablement à quel point il avait l'air cher, puis marcher directement vers l'entrée de la bijouterie. Elle n'a pas regardé autour d'elle pour chercher des témoins, elle n'a pas essayé de le cacher, elle n'a montré aucun comportement suspect. Elle est simplement entrée comme elle le fait toujours, la tête haute fière. Carmen se leva si rapidement qu'elle se sentit étourdie par le changement soudain de pression artérielle. « Vous avez vu tout ça? Tout exactement comme vous me le racontez. » Chaque détail, confirma Aurélien. « Mais madame, vous devez comprendre quelque chose d'important. Personne ne m'a posé de questions. La police est arrivée à arrêter votre petite fille, a pris les dépositions de la propriétaire de la boutique et des employés,
mais ils ne m'ont jamais demandé ce que j'avais vu. Pour eux, je n'existe pas. Carmen comprit parfaitement. Aurélien avait été le témoin parfait de l'innocence de Lucie, mais le système judiciaire avait automatiquement décidé que son témoignage n'avait aucune valeur. C'était un sans-abri, sans adresse fixe, sans les références sociales que la société exigeait pour être considéré comme une source d'information fiable. Serait-il disposé à témoigner au procès? Demanda Carmen, même si elle soupçonnait déjà quelle serait la réponse. Aurélien rit, mais pas avec humour. C'était un rire amer qui contenait des années d'expérience à être traité comme moins qu'humain. « Madame Dubois, avez-vous déjà vu quelqu'un comme moi dans un tribunal? Les avocats me feraient me sortir de la salle avant même que je puisse ouvrir la bouche. Ma parole contre celle d'une femme d'affaires riche. Ce n'est même pas une compétition. » Carmen se pencha pour le regarder droit dans les yeux. « Mais vous avez vu la vérité. Vous savez que ma petite fille est complètement innocente. » « Oui, je le sais, sans aucun doute, » répondit Aurélien. « Mais savoir la vérité et faire en sorte que les autres y croient sont des choses complètement différentes, surtout quand la vérité vient de quelqu'un comme moi. » Carmen passa cette nuit complètement éveillée, son esprit courant avec des possibilités et des stratégies. Elle avait un témoin oculaire. Elle avait la vérité complète sur ce qui s'était passé. Mais Aurélien avait raison dans un système qui avait déjà jugé Lucie sur la base de sa classe sociale et de son apparence, qui allait croire le témoignage d'un sans-abri. Elle devait trouver un moyen de rendre la vérité impossible à ignorer, même pour un système conçu pour protéger les riches et punir les pauvres. Le lendemain, Carmen retourna au bureau délabré de Maître Laurent. L'avocat était exactement là où elle l'avait laissé la dernière fois, assis derrière son bureau métallique, mangeant un sandwich au jambon bon marché, tout en examinant des dossiers qui semblaient s'être multipliés pendant la nuit. « Madame Dubois, dit-il sans lever les yeux de ses papiers, je vous ai déjà expliqué que l'appel est une procédure très longue et complexe. Cela peut prendre de nombreux mois, voire des années. »« J'ai trouvé un témoin oculaire, » annonça Carmen, sans préambule, plaçant ses mains sur le bureau pour attirer toute son attention. Maître Laurent la regarda alors avec quelque chose qui approchait l'intérêt véritable. Quel genre de témoin? Carmen lui raconta tout sur Aurélien, ce qu'il avait observé, sa description détaillée de l'homme mystérieux en costume, la chronologie exacte des événements qui prouvaient de manière concluante l'innocence de Lucie. Pendant qu'elle parlait, elle put voir l'expression de l'avocat passer progressivement de l'intérêt plein d'espoir au scepticisme professionnel. « Madame, dit finalement Maître Laurent, laissant son sandwich de côté, je comprends que vous voulez aider votre petite fille. J'admire votre dévouement. Mais vous devez comprendre les réalités pratiques de notre système juridique. » « Qu'est-ce que vous voulez dire? Un témoin sans abri, sans adresse vérifiable, possiblement avec des problèmes d'addiction. » L'avocat fit une pause diplomatique. « Les procureurs vont détruire sa crédibilité en quelques minutes. Ils vont soutenir qu'il invente l'histoire pour de l'argent, pour attirer l'attention ou simplement par confusion mentale. » Carmen sentit une vague de fureur qui la surprit par son intensité. « Alors la parole d'un homme pauvre vaut moins que celle d'une femme riche? En théorie, non, » admit Maître Laurent. « En pratique, madame, je fais ça depuis 20 ans. Je sais comment le système fonctionne réellement. Mais c'est la vérité. La vérité doit être présentée d'une manière que le tribunal peut accepter. Nous devons corroborer son histoire, trouver des preuves physiques, peut-être localiser cet homme mystérieux en costume. » Carmen rentra chez elle ce soir-là, sentant comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules courbées. Elle avait trouvé la vérité, mais apparemment, la vérité ne suffisait pas. Elle devait trouver un moyen de faire en sorte que le système entende ce qu'il ne voulait pas entendre. Au cours des semaines suivantes, Carmen développa une routine obsessionnelle. Chaque jour, elle rendait visite à Aurélien, qui était devenu son allié improbable mais fiable. Ensemble, ils passèrent en revue chaque détail de ce qu'il avait observé, essayant de se rappeler toute information supplémentaire qui pourrait être utile. « L'homme en costume ?» demanda Carmen lors de l'une de ces séances. « Vous souvenez-vous de quelque chose de plus précis à son sujet? Son âge, sa taille, une caractéristique distinctive. » Aurélien ferma les yeux, accédant à sa mémoire photographique, développée par des années de survie qui dépendaient de l'observation des détails. Peut-être 40 ans, pas très grand, mais pas non plus petit. Il avait une petite cicatrice sur la main gauche. Je l'ai vu quand il s'est baissé pour
Ramasser quelque chose qui lui était tombé avant le bracelet. Autre chose. Sa voiture était garée illégalement devant l'immeuble de bureau. Une BMW noire neuve avec une plaque d'immatriculation qui commençait par les lettres JKL. Carmen sentit une étincelle d'espoir. Êtes-vous sûr des lettres? Absolument sûr. Quand vous vivez dans la rue, vous apprenez à mémoriser les plaques d'immatriculation au cas où vous auriez besoin de signaler quelque chose à la police. Armée de ces nouvelles informations, Carmen retourna chez Maître et Laurent qui montra le premier signe réel d'intérêt qu'elle avait vu depuis qu'ils avaient commencé à travailler ensemble. Les plaques partielles sont quelque chose avec lequel nous pouvons travailler, admit-il. Si nous pouvons localiser le véhicule, nous pouvons identifier le propriétaire. Mais lorsque Maître Laurent contacta la police pour demander une recherche de véhicules basés sur les plaques partielles, il se heurta à une résistance bureaucratique. Le détective affecté à l'affaire initiale, apparemment satisfait d'avoir résolu le crime rapidement, ne montra aucun intérêt à rouvrir l'enquête. Sur la base du témoignage d'un témoin sans domicile fixe. Madame, lui expliqua l'avocat, après un appel particulièrement frustrant. Ils disent que nous avons besoin de plus de preuves avant de justifier le temps et les ressources nécessaires pour une recherche de véhicule. Carmen se retrouva piégée. Dans un cercle vicieux, elle avait besoin de preuves pour avoir accès aux ressources qui lui apporteraient des preuves. Une semaine avant le procès prévu, Robert apparut à la porte de Carmen. C'était la première fois qu'il lui rendait visite depuis le jour où il avait déclaré croire à la culpabilité de Lucie. Il avait bu, Carmen pouvait le sentir dans son haleine et le voir dans ses yeux vitreux, et la façon légèrement instable dont il se déplaçait. Il se laissa tomber sur le fauteuil familier sans y être invité et alluma une cigarette avec des mains qui tremblaient légèrement. Le silence entre la mère et le fils s'étendit comme un abîme qui avait grandi pendant des semaines, de mots non dits et de ressentiments accumulés. « Maman, dit-il finalement, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis longtemps, j'ai beaucoup réfléchi à la situation de Lucie. » Carmen sentit une étincelle petite, mais puissante d'espoir. Peut-être que son fils avait reconsidéré sa position cruelle. Peut-être était-il venu lui offrir son soutien quand elle en avait le plus besoin. « Oui, je crois que tu devrais convaincre Lucie de plaider coupable, » dit Robert, écrasant ses espoirs aussi efficacement que s'il avait piétiné une fleur. « Accepter une sorte d'accord avec le procureur. Peut-être qu'ils lui donneront juste une libération conditionnelle des travaux d'intérêt général, quelque chose comme ça. » L'étincelle d'espoir s'éteignit aussi rapidement qu'elle était apparue, remplacée par une déception si profonde que Carmen sentit une douleur physique dans sa poitrine. « Qu'est-ce que tu es en train de dire exactement? Je dis que se battre. Contre ça va être pire pour toutes les personnes impliquées. » Robert se pencha en avant, sa voix prenant le ton condescendant qu'il utilisait quand il pensait être pragmatique. « As-tu la moindre idée de ce que va coûter un procès complet? As-tu une idée de ce qui va se passer si elle perd? Elle pourrait aller en prison, maman. Une vraie prison pour adultes. » Carmen s'assit en face de lui sur la chaise qu'elle avait occupée pendant des milliers de conversations familiales au fil des ans. « Mais elle est innocente, Robert. Ça n'a plus d'importance. » Robert gesticula avec sa cigarette, créant de petits nuages de fumée dans l'air. « Ce qui compte, c'est que cette situation affecte toute la famille. Marie-Hélène a raison quand elle dit que ça nous nuit à tous. En quoi exactement ça nous nuit à tous? Les voisins parlent constamment. Au travail, certains de mes collègues ont déjà été mis au courant et font des commentaires. C'est humiliant, maman. Et pourquoi faire? Pour défendre une fille qui a probablement commis le crime. » Carmen se leva lentement, sentant que chaque articulation de son corps protestait contre le mouvement. Sa voix, quand elle parla finalement, fut ferme et claire. « Sors de chez moi. » Robert la regarda comme s'il ne la reconnaissait pas. « Qu'est-ce que tu as dit? Que tu sortes de chez moi immédiatement. Maman, ne sois pas ridicule. J'essaie juste d'être réaliste face à une situation impossible. » Réaliste. Carmen marcha vers la porte et l'ouvrit en grand, laissant l'air froid de la nuit entrer dans l'appartement. Être réaliste, c'est défendre ta fille quand tout le monde est contre elle. Être réaliste, c'est croire en la personne que tu as élevée. Être réaliste, c'est être présent quand ta famille a le plus besoin de toi. Robert se leva, titubant, légèrement sous l'effet de l'alcool et de la surprise. « Tu commets une terrible erreur. La seule erreur que j'ai commise, c'est d'espérer que tu serais l'homme que je pensais avoir élevé, » répondit Carmen. « La seule erreur, c'était de croire
que quand le moment de la vérité arriverait, tu choisirais ta famille plutôt que ton confort. Après le départ de Robert, Carmen s'assit dans sa petite cuisine et pleura avec une intensité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle ne pleura pas seulement pour Lucie piégée dans une situation injuste. Elle ne pleura pas seulement pour la trahison de son fils. Elle pleura pour toutes les fois dans sa vie où elle était restée silencieuse, alors qu'elle aurait dû parler pour toutes les années qu'elle avait passées à essayer de maintenir une famille unie qui n'avait jamais vraiment appris à valoriser ce qu'elle avait. Mais quand elle eut fini de pleurer après que les larmes se furent séchées et que sa respiration se fut normalisée, quelque chose de fondamental avait changé en Carmen. La tristesse avait été transmogrée en une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des décennies. La rage avait été affinée en but. Ils allaient aller au procès. Ils allaient se battre contre un système conçu pour les écraser. Et quoi qu'il arrive, Lucie saurait que quelqu'un avait cru en elle, jusqu'au bout que quelqu'un avait été disposé à tout risquer pour la vérité. Le jour du procès arriva comme une tempête qui s'était accumulée à l'horizon pendant des semaines visibles de loin mais non moins dévastatrices lorsqu'elle arriva finalement. Carmen se réveilla avant l'aube, ses mains tremblant de manière incontrôlable, alors qu'elle enfilait la même robe bleu marine qu'elle avait portée le jour où Lucie avait été arrêtée. C'était plus que des vêtements, c'était son armure, sa déclaration qu'elle n'avait pas honte de qui elle était ou d'où elle venait. Elle avait gardé un petit espoir persistant que Robert apparaîtrait au dernier moment, que son instinct paternel finirait par l'emporter sur sa lâcheté et sa vanité. Mais lorsqu'elle sortit de son appartement à 6h30 du matin, marchant dans les rues qui étaient encore à moitié vides et couvertes par la brume matinale de Paris, elle était complètement seule. Le trajet jusqu'au tribunal de Minda-Sonsetonda, grande instance, fut une traversée d'une ville qui semblait s'éveiller pour assister à un événement qui allait changer la vie de sa petite fille pour toujours. Les vendeurs de journaux criaient les gros titres sur les scandales politiques et les résultats sportifs. Les femmes balayaient les trottoirs devant leurs maisons avec des balais usés. Les hommes attendaient aux arrêts de bus avec des visages fatigués qui témoignaient de métiers qui ne payaient guère assez pour faire vivre leur famille. Carmen n'avait pas d'argent pour un taxi. Elle avait dépensé ses dernières économies en consultations juridiques. Alors elle parcourut les 5 kilomètres jusqu'au tribunal. Chaque pas lui faisait mal ses chaussures, bien que polies, jusqu'à briller avec des semelles minces qui n'offraient aucune protection contre le béton dur et inégal des trottoirs. Mais la douleur physique était insignifiante, comparée au poids émotionnel qu'elle portait dans sa poitrine. Que pouvait-elle espérer obtenir si même sa propre famille ne croyait pas que cela valait la peine de se battre? Comment pouvait-elle espérer convaincre un juge alors qu'elle n'avait pas réussi à convaincre son propre fils? Le tribunal de grande instance se dressait devant elle comme une montagne de béton gris et de promesses constitutionnelles. Les colonnes imposantes et les escaliers qui semblaient s'étendre à l'infini avaient été conçus pour intimider, pour rappeler aux gens comme Carmen que ce monde ne leur appartenait pas, que la justice était un privilège réservé à ceux qui avaient des ressources et des relations. Carmen monta chaque marche avec une délibération consciente. Ses jambes tremblaient sous l'effort et l'émotion, mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Lucie attendait à l'intérieur, probablement terrifiée, se sentant probablement complètement seule au monde. À l'intérieur du bâtiment, la climatisation industrielle lui frappa le visage comme une gifle glaciale. Tout était marbre importé et écho des voix chuchotant dans des couloirs conçus pour avaler les maux des désespérés et amplifier ceux des puissants. Carmen se sentit petite au milieu de l'architecture grandiose, mais pour la première fois de sa vie, elle ne se sentit pas invisible. Elle trouva la salle d'audience après avoir posé la question à 4 personnes différentes, chacune d'elles la regardant avec un mélange de compassion et de précipitation qui suggérait qu'elles étaient habituées aux familles, comme la sienne perdue dans des labyrinthes bureaucratiques. Quand elle arriva à la bonne porte, elle trouva une longue file de personnes attendant d'entrer. Certaines étaient des familles semblables à la sienne, des femmes âgées avec des robes modestes, des hommes en uniforme de travail propre mais usés, des adolescents qui avaient clairement séché l'école pour soutenir un membre de leur famille. D'autres étaient des journalistes avec des caméras coûteuses et des bloc-notes attirés par l'histoire dramatique d'une jeune fille pauvre accusée d'avoir volé une femme d'affaires riche, le genre de récit qui vendait des journaux et générait des clics sur des sites web. « Êtes-vous de la famille de l'accusé »
lui demanda un agent de sécurité en uniforme, consultant une liste sur son presse-papier. « Je suis sa grand-mère », répondit Carmen, en essayant de faire sonner sa voix plus confiante qu'elle ne le sentait. L'homme l'évalua de haut en bas, notant sa robe modeste, ses chaussures usées, la façon dont elle portait son petit sac comme s'il contenait tout ce qu'elle avait au monde. Son expression s'adoucit légèrement. Il avait vu des milliers de grand-mères comme Carmen au fil des ans. « Je suis vraiment désolé, madame, mais la salle est complète, » dit-il, avec un réel regret. « Les règles de sécurité ne nous permettent pas d'admettre plus de personnes. Il y a un banc dans le couloir où vous pouvez attendre. » Carmen sentit comme si quelqu'un avait physiquement arraché l'air de ses poumons. Elle regarda vers la salle, où elle pouvait voir les têtes de dizaines d'étrangers qui étaient venus assister au procès de Lucie, comme s'il s'agissait d'un divertissement public, une distraction de leur propre vie. Des journalistes qui écriraient des articles sensationnels et oublieraient ensuite le nom de Lucie. Des étudiants en droit qui étaient là pour observer le processus juridique en action. Des curieux qui avaient lu l'histoire dans les journaux. Mais elle, la femme qui avait élevé Lucie, depuis qu'elle était une petite fille, qui l'avait consolée pendant les cauchemars, qui avait travaillé jusqu'à ce que ses mains saignent pour lui donner des opportunités éducatives, ne pouvait pas entrer pour être présente pendant le moment le plus crucial de sa vie. Elle se dirigea vers le banc de métal froid dans le couloir, ses jambes ayant à peine la force de la soutenir jusqu'à ce qu'elle puisse s'asseoir. De là, elle pouvait entendre des bribes de voix filtrées à travers les lourdes portes en bois, mais elle ne pouvait rien voir. Elle ne pouvait pas être là pour Lucie, quand elle avait le plus besoin de voir un visage amical dans une mer d'hostilité. Mais qu'avait-elle vraiment espéré? Sa propre famille l'avait abandonnée. Son fils avait choisi sa réputation plutôt que sa fille. Sa belle-fille avait choisi sa vanité sociale plutôt que la responsabilité morale. Pourquoi en serait-il autrement du système judiciaire qui était conçu et exploité par des personnes qui n'avaient jamais vécu dans de petits appartements, ni travaillé en quart double pour payer le loyer? À l'intérieur de la salle, Carmen pouvait imaginer Lucie assise sur une petite chaise inconfortable, vêtue des vêtements les plus formels qu'elle possédait, regardant autour d'elle une mer de visages qu'il avait jugés avant de la connaître, cherchant désespérément un visage familier, un sourire de soutien, un signe qu'elle n'était pas complètement seule au monde. Mais il n'y en avait pas. Carmen avait échoué à être là pour elle quand elle en avait le plus besoin. Elle se pencha en avant sur le banc, enfouissant son visage dans ses mains craquelées par le travail. Toute la douleur, la frustration, l'impuissance. Les dernières semaines se concentrèrent en un moment de désespoir absolu. Elle avait trouvé la vérité. Elle avait localisé le témoin. Elle s'était battue contre sa propre famille, elle avait parcouru des kilomètres sous le soleil, et là, puis elle avait dépensé chaque euro qu'elle avait, et à la fin cela n'avait pas suffi. Elle avait élevé une belle fille bienveillante morale, pleine de rêves pour aider les autres, et elle n'avait pas pu la protéger du monde qui l'avait condamnée pour le crime d'être pauvre dans une société qui assimilait la pauvreté à la culpabilité. Les heures s'étendirent comme des siècles. De temps en temps, quelqu'un sortait de la salle, un avocat parlant d'urgence au téléphone portable, un journaliste griffonnant des notes dans un carnet des membres de la famille, d'autres affaires qui avaient pris fin plus rapidement. Mais personne ne disait rien à Carmen sur la façon dont le procès de Lucie progressait. Elle n'était qu'une vieille femme attendant sur un banc invisible pour tous, sauf pour sa propre douleur qui grandissait à chaque minute qui passait. En milieu d'après-midi, alors que le soleil commençait à filtrer à travers les hautes fenêtres, du couloir créant des motifs de lumière et d'ombre sur le sol en marbre, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les portes de la salle s'ouvrirent brusquement, et un homme sortit en marchant avec une détermination déterminée. C'était Aurélien. Carmen ne le reconnut pas immédiatement car il était complètement transformé. Quelqu'un, elle ne savait pas qui, lui avait fourni des vêtements propres, un costume qui ne lui allait pas parfaitement, mais qui était présentable, des chaussures qui avaient été cirées, des cheveux qui avaient été coupés et peignés. Mais plus que son apparence physique, c'était sa posture qui avait changé. Il marchait avec la dignité d'un homme qui avait quelque chose d'important à dire. « Aurélien !» Carmen se leva si rapidement qu'elle vit le tournis. « Madame Dubois, » dit-il, prenant ses mains entre les siennes, « j'ai trouvé le moyen d'entrer. J'ai trouvé le moyen de me faire entendre. » Il n'eut pas le temps d'expliquer complètement, mais alors que les portes se refermaient à nouveau,
Carmen put entendre sa voix forte et claire résonner de l'intérieur. De la salle, j'ai vu ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Avez-vous déjà connu quelqu'un faussement accusé d'un crime qu'il n'a pas commis? Partagez votre expérience dans les commentaires. Ce que Carmen ne savait pas, c'est qu'Aurélien avait passé les derniers jours à travailler sans relâche pour rendre son témoignage impossible à ignorer. Il avait contacté des organisations de défense des droits civiques. Il avait trouvé un avocat militant spécialisé dans les affaires d'injustice sociale. Il avait même retrouvé Maître Laurent et lui avait fourni des informations supplémentaires dont il se souvenait concernant l'homme en costume. Plus important encore, il avait localisé la BMW noire. Utilisant les plaques partielles qu'il avait mémorisées et avec l'aide de contacts qu'il avait noués pendant ses années dans la rue, un réseau invisible de personnes marginalisées qui s'aidaient mutuellement à survivre, il avait retracé le véhicule jusqu'à un parking d'entreprise dans le quartier de la Défense. La voiture appartenait à un cadre d'une compagnie d'assurance qui faisait l'objet d'une enquête pour fraude. Le jour même de l'incident à la bijouterie, il fuyait une confrontation avec des enquêteurs privés qui avaient découvert son stratagème de détournement de fonds. Dans sa panique pour s'échapper, il avait volé le bracelet pour obtenir de l'argent rapidement, afin de financer sa fuite du pays. Lorsqu'il a vu les agents de sécurité s'approcher, il avait laissé tomber le bracelet et avait couru espérant revenir plus tard pour le récupérer. Mais Lucie avait trouvé le bracelet en premier. Quand Aurélien eut fini de témoigner présentant non seulement son témoignage oculaire, mais aussi des preuves matérielles corroborant son récit, la salle tomba dans un silence si profond que Carmen put l'entendre depuis le couloir. Le procureur, une femme ambitieuse qui avait vu cette affaire comme une victoire facile pour faire avancer sa carrière, se retrouva sans argument valable. Madame Dupont, la propriétaire de la bijouterie, fut contrainte d'admettre qu'elle avait peut-être été trop rapide à juger. Le juge, un homme âgé qui avait vu suffisamment d'injustices au cours de sa carrière pour en reconnaître une quand il la voyait, n'eut d'autre choix que de déclarer Lucie complètement innocente. Plus tard, Carmen apprendrait que le véritable voleur avait été arrêté alors qu'il tentait de passer la frontière vers les États-Unis, confirmant ainsi complètement le récit d'Aurélien. Mais à ce moment-là, tout ce qu'elle savait, c'était que les portes s'ouvrirent et que Lucie courut dans ses bras libres. Non pas libre seulement au sens juridique, mais libre du poids de l'injustice, libre de la culpabilité, qui n'avait jamais été la sienne, libre de continuer à poursuivre ses rêves, d'aider les autres qui avaient été injustement jugés par un système qui ne les comprenait pas. Grand-mère, pleura Lucie, s'accrochant à Carmen, comme si elle n'allait jamais la lâcher. « Je savais que tu n'abandonnerais pas. Je savais que tu trouverais un moyen. » Carmen serra sa petite fille dans ses bras avec toute la force qui lui restait dans ses bras fatigués. Elle avait perdu son fils dans cette bataille, mais elle avait trouvé quelque chose de plus précieux. Elle avait trouvé sa propre voix, sa propre force, son propre refus d'accepter l'injustice en silence. Alors qu'elle sortait du tribunal, ensemble, Carmen vit Aurélien les attendre sur les marches. Il s'était de nouveau changé pour reprendre ses vêtements familiers, mais quelque chose dans sa posture avait changé à jamais. Il n'était plus invisible. Son témoignage avait été entendu, sa vérité avait été valorisée, son humanité avait été reconnue. « Merci », dit Carmen, sachant que ces mots étaient complètement inadéquats pour exprimer ce qu'elle ressentait. « C'est à vous de me remercier », répondit Aurélien, « de m'avoir vu quand personne d'autre ne le faisait, d'avoir cru que ma parole avait de la valeur. » Dans les mois qui suivirent, la vie de Carmen et Lucie changea de manière qu'elle n'avait jamais imaginée. L'histoire de la lutte de Carmen pour la justice devint une nouvelle nationale. Une fondation de défense des droits civiques offrit à Lucie une bourse complète pour étudier le droit inspiré par son expérience personnelle de l'injustice. Lucie accepta, mais avec une spécialisation dans la défense des personnes marginalisées, les personnes comme Aurélien, dont les voix étaient rarement entendues dans les tribunaux. Carmen commença à travailler comme bénévole avec la même fondation, utilisant son expérience pour aider d'autres familles à naviguer dans le système juridique. Elle découvrit qu'elle avait un don pour identifier les injustices et une détermination inébranlable pour les corriger. Robert tenta finalement de se réconcilier avec sa mère et sa fille, mais les choses ne redevinrent jamais comme avant. Il avait révélé quelque chose sur son caractère pendant la crise qui ne pouvait être oublié ou pardonné facilement. Carmen apprit que certaines relations
ne pouvait pas survivre à l'exposition de vérités fondamentales sur ce que les gens étaient vraiment quand ils étaient mis à l'épreuve. Mais elle apprit aussi que la famille ne se définit pas toujours par le sang. Aurélien devint une présence régulière dans leur vie, un rappel quotidien que l'humanité et la décence pouvaient se trouver aux endroits les plus inattendus. Des années plus tard, lorsque Lucie obtint son diplôme de la faculté de droit avec les plus hautes distinctions, elle dédia son discours à 2 personnes à sa grand-mère qui lui avait appris que lutter pour la justice demandait du courage, mais valait le sacrifice, et à un homme qui avait vécu dans la rue mais avait conservé son intégrité morale, alors que d'autres, avec beaucoup plus, avaient perdu la leur. Carmen, assise au premier rang, les larmes de fierté coulant sur ses joues, comprit que parfois les familles se brisent pour pouvoir se reformer de manière plus forte et plus authentique. Parfois des injustices se produisent pour révéler des réserves de force que nous n'avions jamais su que nous possédions. Et parfois, quand le monde semble être contre vous, la seule chose dont vous avez besoin est une seule personne, qui croit en votre vérité suffisamment pour se battre pour elle jusqu'au bout. Le jour de la remise des diplômes de Lucie, alors qu'elle la voyait traverser l'estrade pour recevoir son diplôme de droit, Carmen pensa à toutes les batailles qu'elles avaient menées ensemble, à toutes les injustices qu'elles avaient affrontées, à toutes les fois où le monde avait essayé de les faire se sentir invisibles ou sans valeur. Mais elles avaient survécu, plus que survécu. Elles avaient grandi, elles avaient appris, elles étaient devenues des versions plus fortes et plus compatissantes d'elles-mêmes. Lucie commença sa carrière comme avocate de la défense publique, se spécialisant dans les affaires où les clients pauvres étaient confrontés à des accusations dans un système conçu pour favoriser les riches. Au cours de sa première année, elle gagna 15 affaires sur 18, établissant un record pour les avocats débutants de son bureau. Chaque victoire était silencieusement dédiée à sa grand-mère, qui lui avait appris que la justice n'était pas quelque chose qui était automatiquement accordé, mais quelque chose pour lequel il fallait lutter constamment. Carmen poursuivit son travail de bénévolat jusque bien après ses 80 ans, devenant une figure respectée dans les cercles de défense des droits civiques. Elle fut reconnue par des organisations nationales pour son travail d'aide aux familles à faible revenu pour naviguer dans le système juridique. Mais la reconnaissance qu'elle valorisait le plus venait des familles individuelles qu'elle avait aidées, les mères qui avaient retrouvé leurs enfants, les pères qui avaient évité des accusations injustes, les grands-parents qui avaient appris qu'ils avaient une voix et du pouvoir même lorsque le monde essayait de leur dire le contraire. Aurélien transforma également sa vie. Avec le soutien de la fondation qu'il avait connue grâce à Carmen, il obtint un logement stable et un emploi de conseiller auprès des sans-abri. Son expérience de la vie dans la rue, combinée à son intelligence naturelle et à sa profonde compassion, fit de lui un ardent défenseur des marginalisés. Il se spécialisa dans l'aide aux sans-abri qui avaient été témoins de crimes, mais dont les témoignages avaient été automatiquement écartés en raison de leur statut social. Il développa des programmes pour former les policiers sur la façon d'interroger efficacement les témoins marginalisés et travailla avec des avocats pour préparer des témoignages qui seraient pris au sérieux par les tribunaux. Son travail novateur modifia les protocoles dans plusieurs villes françaises, établissant des procédures pour garantir que les témoignages des sans-abri soient évalués en fonction de leur contenu factuel, plutôt que de préjugés sur le statut socio-économique du témoin. Mais peut-être le changement le plus profond survint-il dans la relation entre Carmen et Lucie. L'expérience de la lutte conjointe contre l'injustice avait forgé un lien qui allait au-delà de la relation typique grand-mère-petite-fille. Elles étaient devenues des partenaires des guerrières de la justice qui se comprenaient d'une manière que peu de gens dans leur vie pouvaient comprendre. Les dimanches après-midi, lorsque toutes les deux avaient terminé leurs travaux respectifs de la semaine, elles s'asseyaient dans la petite cuisine où tout avait commencé. La même table en bois, les mêmes chaises usées, et partagèrent des histoires de leurs affaires, de leurs victoires, de leurs frustrations. Carmen avait appris à lire des documents juridiques de base afin de mieux aider les familles qu'elle conseillait. Lucie avait développé une compréhension profonde des réalités socio-économiques qui affectaient ses clients en grande partie grâce aux leçons qu'elle avait apprises en observant la sagesse pratique de sa grand-mère. « Tu sais ce que j'ai appris pendant toutes ces années ?» dit Carmen à Lucie lors d'un de ces dimanches, plusieurs années après le procès qui avait changé leur vie.
Quoi, grand-mère? Que la justice n'est pas quelque chose qui existe naturellement dans le monde. C'est quelque chose que les bonnes personnes doivent créer jour après jour, affaire après affaire, bataille après bataille. Lucie acquiesça, servant du thé dans les mêmes tasses en étain que Carmen utilisait depuis des décennies, et que parfois les personnes les plus puissantes pour créer cette justice sont celles que le monde considère comme les plus faibles. C'était vrai. Au fil des ans, Carmen avait vu à plusieurs reprises que les personnes qui avaient subi une injustice personnelle devenaient souvent les défenseurs les plus passionnés et les plus efficaces des autres. Leur douleur se transformait en objectif. Leur victimisation devenait une source de force pour défendre les autres. Pour son 10e anniversaire de travail avec la Fondation de défense des droits civiques, Carmen fut honorée lors d'une cérémonie spéciale. Des dizaines de familles qu'elle avait aidées vinrent célébrer remplissant une salle de réception d'histoires de vie transformées et de justice restaurée. Lucie, désormais avocate, établie avec son propre cabinet spécialisé dans la défense, des personnes indigentes, prononça le discours principal. Elle parla de la façon dont sa grand-mère lui avait appris que le véritable pouvoir ne venait pas de la richesse ou des relations, mais du refus absolu d'accepter l'injustice en silence. Ma grand-mère m'a appris que quand le monde essaie de vous rendre invisible, la réponse n'est pas de vous cacher, dit Lucie, sa voix se projetant clairement dans toute la salle. La réponse est de briller plus fort, de parler plus fort, de se battre plus dur jusqu'à ce qu'il ne puisse plus vous ignorer. Aurélien parla également ce soir-là, réfléchissant à la façon dont un simple acte de gentillesse, Lucie, partageant son goûter, avait déclenché une chaîne d'événements qui avait changé de multiples vies. Son témoignage au procès n'avait pas seulement consisté à prouver l'innocence d'une petite fille, il s'agissait d'affirmer la dignité et la valeur de tous les marginalisés dont les voix étaient rarement entendues. Carmen m'a appris qu'être vu n'est pas un privilège. Dit-il, c'est un droit humain fondamental que nous méritons tous, peu importe où nous vivons ou combien d'argent nous avons. Mais peut-être le moment le plus émouvant de la soirée est-il arrivé lorsqu'une jeune femme s'est approchée du podium. C'était Maria, l'une des premières familles que Carmen avait aidées des années auparavant. Son fils avait été faussement accusé de vandalisme et Carmen avait travaillé sans relâche pour trouver des preuves qui prouveraient son innocence. « Madame Dubois, dit Maria, sa voix tremblant d'émotion, mon fils a obtenu son diplôme universitaire. La semaine dernière, il a étudié l'ingénierie, il va construire des ponts. » L'audience applaudit, mais Maria continua. « Quand il avait des ennuis avec la justice, il m'a dit qu'il voulait abandonner, que le monde avait décidé qu'il était coupable quelle que soit la vérité. Mais vous nous avez appris que cela vaut la peine de se battre, que la vérité finit par émerger si nous sommes suffisamment persévérants. » L'ovation qui suivit le témoignage de Maria résonna dans toute la salle, mêlant gratitude et émotion dans une étreinte collective. Carmen, les mains tremblantes, parvint à peine à essuyer ses larmes avant d'entendre le nom de la personne suivante, un jeune homme nommé Dimitri, dont la vie avait tenu à un fil lorsqu'il avait été injustement accusé d'avoir agressé un voisin. Cette affaire semblait impossible à renverser, il manquait de preuves, le témoin à charge était un policier retraité dont la parole était considérée comme incontestable. Mais Carmen n'a jamais abandonné. Elle a parcouru les hôpitaux et les commissariats, a convaincu un médecin légiste de revoir les blessures, a localisé un témoin caché derrière un mur de peur. À la fin, l'accusation s'est effondrée et Dimitri a retrouvé sa liberté. « Aujourd'hui, j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec les honneurs », a déclaré le jeune homme d'une voix étranglée. « J'étudie la sociologie pour transformer le système qui a failli me détruire. » La soirée s'est poursuivie entre anecdotes de victoires petites, mais décisives. Le paysan qui a récupéré ses terres, après avoir prouvé avec des documents anciens le titre hérité de ses grands-parents, la mère célibataire dont le fils a obtenu une exonération de frais de scolarité, après une campagne juridique, coordonnée par Carmen et Lucie, l'immigrant qui a obtenu l'asile pour sa famille, grâce à la persistance d'un groupe de militants recrutés par la Fondation. Chaque histoire ajoutait une touche d'espoir à la toile collective, prouvant que le changement est possible quand quelqu'un décide de ne pas se taire. Carmen, au milieu de tant de visages illuminés par la gratitude, sentit le battement ferme d'une victoire bien plus grande que n'importe quel procès gagné. Elle avait tissé un réseau de dignité.
Ce n'était pas seulement le fait de sauver sa petite fille, c'était la conviction que la justice pouvait s'étendre au-delà d'un tribunal, imprégnant des communautés entières. Et cette nuit-là, elle comprit que sa vie remplie de sacrifices, silencieux, avait acquis un sens renouvelé. En clôturant la cérémonie par un salut humble, Carmen se remémora les matins où elle se réveillait épuisée après des journées interminables de nettoyage, sans imaginer que ses mains fatiguées pourraient un jour s'élever sur une estrade. Elle se souvint des nuits d'angoisse des fois où elle avait cru qu'elle allait s'effondrer sous le poids de l'impuissance. Et pourtant, elle était là avec 80 ans de vie pilier d'une nouvelle génération de militants sociaux. Après la cérémonie, alors que les assistants commencèrent à se disperser, Lucie s'approcha de sa grand-mère. Elle l'embrassa avec force, enfouissant son visage dans les cheveux argentés de Carmen. « Grand-mère, tu es mon héroïne », murmura-t-elle. « Tu m'as appris que la vérité vaut plus que tout confort. » Carmen caressa le visage de Lucie et vit dans ses yeux le reflet de toutes les batailles à venir. « Et tu seras l'avocate qui les gagnera », répondit-elle avec un sourire plein de fierté. L'aube arriva avec la promesse d'un nouveau lever de soleil. Carmen et Lucie marchèrent ensemble vers la sortie du complexe accompagnés d'Aurélien, qui portait une pochette avec des documents légaux concernant la prochaine affaire. « Nous devons aider une femme dont la fille est portée disparue depuis des mois », expliqua-t-il d'une voix ferme. « La police a classé l'affaire, mais je sais où chercher des indices. » Carmen acquiesça, consciente que le chemin serait difficile. Rechercher les personnes disparues impliquait d'affronter des réseaux de pouvoir et de complicité. Mais plus rien ne lui paraissait impossible. En retournant à l'appartement, Carmen prépara du thé chaud tandis que Lucie examinait des dossiers et qu'Aurélien notait des noms et des adresses. L'appartement, cette petite cellule de souvenirs, partagée, retrouva son sens de refuge et d'atelier de campagne. Sur la table à côté de la théière reposaient des brochures imprimées par la Fondation des cartes de quartiers défavorisés et une brosse métallique dont le manche était usé, l'insigne silencieuse des journées de nettoyage qui avaient été sa subsistance. Tout s'emboîtait, le passé humble et le présent combatif se fusionnaient en un projet commun. Dans les semaines qui suivirent, la renommée de Carmen dépassa son cercle immédiat. Elle reçut des invitations pour donner des conférences dans des universités, des congrès des droits de l'homme et des forums internationaux. Cependant, elle refusa la plupart. Elle préférait le contact direct avec les personnes concernées, le travail de terrain avant les applaudissements d'auditoires choisis. Chaque fois qu'elle montait sur une scène, elle remerciait de l'opportunité d'amplifier la voix de ceux qui n'avaient pas accès au micro ni aux tribunes. Lucie, désormais avec un cabinet modeste mais bien organisé, commença à recruter des stagiaires et des bénévoles. Elle enseignait aux jeunes qui partagèrent sa passion pour la justice comment rédiger des recours en justice, comment interroger des témoins vulnérables, comment présenter des preuves d'experts. Chaque élève vivait une transformation similaire. Ils découvrirent que le métier d'avocat n'était pas seulement un exercice technique, mais un acte éthique de fraternité. Et Carmen les accompagnait assises au fond de la salle de classe, les yeux brillants de celui qui reconnaît en chacun d'eux une promesse d'un avenir plus équitable. Aurélien, quant à lui, donna des conférences dans les commissariats et à l'école de police locale. Il montrait aux agents comment interroger les personnes sans domicile fixe, expliquait que leur statut social ne les transformait pas en témoins fantômes, mais en porteurs d'informations précieuses. Ces protocoles furent adoptés par plusieurs régions, réduisant le taux de plaintes maltraitées et favorisant une culture de respect envers tous les citoyens. Avec le temps, la Fondation lança un programme de bourse Voix et Vérité destiné aux enfants de famille en situation de pauvreté qui souhaitaient étudier le droit et le travail social. Lucie supervisait personnellement les entretiens pour s'assurer que les bénéficiaires étaient des jeunes ayant une vocation de service. Chaque boursier s'engageait à effectuer une année de stage dans des communautés vulnérables. De cette façon, le cycle de solidarité se perpétuait. Les avocats de demain apprenaient sur le terrain et revenaient à leurs origines avec la conviction de construire des ponts. Par un après-midi d'automne, Carmen reçut une lettre inattendue, une invitation du ministère de la Justice à faire partie d'un conseil consultatif qui examinerait les politiques d'aide aux victimes. C'était une reconnaissance officielle, une étape historique pour quelqu'un qui avait passé sa vie en marge de l'institutionnalisation. Carmen hésita.
Elle savait que l'État était lent et bureaucratique, que les discussions pouvaient se transformer en simple papier qui accumule la poussière. Mais elle comprit que refuser cette chaise serait une façon de renoncer à l'opportunité de faire un changement structurel. Elle accepta à condition de compter sur un siège pour les défenseurs populaires, s'assurant qu'il ne s'agissait pas d'un organe décoratif, mais d'un espace d'influence réel. Cette nuit-là, avant sa première réunion officielle, Carmen s'assit devant le miroir de sa chambre. Là, elle vit la femme de 72 ans, en robe bleu marine, la cravate desserrée du costume qu'elle portait au procès, le visage marqué par les rides qui racontèrent des histoires de lutte. Elle se demanda si elle serait à la hauteur des responsabilités. Mais comme toujours, elle trouva la réponse dans son reflet, le même regard qu'avant, plein de détermination. « Je peux le faire », se dit-elle à voix basse. Au cours des sessions du Conseil, Carmen proposa de créer un observatoire des témoignages marginaux, une unité dédiée à la collecte et à la vérification des cas où le statut socio-économique avait été la cause de la non-validité des preuves ou du rejet des déclarations. Elle présenta des statistiques, des témoignages, des recommandations de réforme du code pénal et de procédure. Malgré la résistance initiale de certains fonctionnaires, sa vigueur et son expérience firent approuver un programme pilote dans 2 régions. La mise en œuvre de l'observatoire commença à produire des résultats tangibles. Des procès injustes furent rouverts, des jugements furent révisés, des protocoles furent établis pour que les juges prennent en compte la qualité du témoignage sans parti pris. Ce qui au début a semblé un projet modeste, a fini par devenir une force de supervision permanente avec des filiales dans diverses villes et un soutien croissant de la société civile. Pendant ce temps, Lucie mena une enquête importante sur l'application inégale du système de retraite et des allocations, démontrant que des centaines de personnes âgées avaient été exclues en raison d'erreurs administratives. Grâce à son rapport, la réglementation a été modifiée pour garantir une révision rétroactive des dossiers et des unités mobiles d'aide ont été ouvertes dans les zones rurales. Carmen célébra cette réussite avec fierté de sa petite fille, démontrant une fois de plus la continuité de l'héritage, la justice comme une œuvre de nombreuses mains. Au fil des ans, les réunions de famille ont acquis une nouvelle nuance. Elles n'étaient plus des rencontres d'urgence ou de crise, mais des espaces de planification et de célébration. L'appartement où tout a commencé s'est transformé en un centre d'opérations informel. La vieille table en bois accueillait désormais des ordinateurs portables, des papiers et des tasses de thé. Parfois, Robert s'approchait timidement, offrant ses excuses pour ses attitudes passées. Carmen et Lucie, avec la dignité que donnaient les cicatrices surmontées, l'accueillaient cordialement sans pour autant oublier les leçons apprises. La fiabilité d'une famille se gagne au jour le jour, grâce à la cohérence entre la parole et l'action. Une année à l'anniversaire du procès qui a libéré Lucie, Carmen et Aurélien, organisèrent un concert de bienfaisance sur la place centrale du quartier de Belleville. Ils invitèrent des musiciens de rue, des poètes et des militants. L'événement permit de récolter des fonds pour renforcer les activités de l'Observatoire et de la Fondation. Tandis que la musique emplissait l'air et que les gens donnaient avec enthousiasme, Carmen parcourut les lieux sans hâte, saluant des connaissances et écoutant les histoires de personnes qui avaient été aidées. Là, elle comprit que la véritable victoire n'était pas un titre, mais la transformation de chaque vie. Dans sa 9e décennie, Carmen reçut une reconnaissance internationale, le prix international pour la dignité humaine. Cette récompense l'amena à voyager dans d'autres pays où elle partagea son histoire lors de conférences et de symposiums. Avec étonnement, elle découvrit que les défis auxquels elle était confrontée en France avaient des échos dans d'autres, contrer l'invisibilité des pauvres, la méfiance structurelle envers les témoins marginalisés, l'urgence de réformer des systèmes qui perpétuent l'inégalité. Son message devint un phare pour les mouvements sociaux du monde entier. À son retour, Lucie lui prépara une fête surprise dans l'appartement. Elle avait invité des amis, des membres de la famille, des collègues et de nombreuses personnes qui avaient été soutenues par Carmen. La pièce, ornée de photographies d'affaires résolues et de coupures de presse, vibrait d'applaudissements et d'embrassades. Carmen, émue, prit la parole pour la dernière fois ce soir-là. « Nous ne sommes pas des héros individuels. Nous sommes une communauté qui a réclamé sa place et sa voix. Si j'ai appris quelque chose, c'est que la dignité est contagieuse. Elle se transmet d'une personne à l'autre jusqu'à devenir un mouvement.
Cette reconnaissance scella des décennies d'efforts, mais ne stoppa pas son élan. Jusqu'à ces derniers jours, Carmen maintint la routine de revoir des dossiers, de rencontrer des témoins, d'encourager de jeunes étudiants. Dans chaque conversation, elle répétait la même maxime: la justice n'est pas un don que nous recevons, mais un acte constant de courage. Quand elle quitta finalement ce monde, des centaines de personnes se réunirent dans l'auditorium de la Fondation pour lui dire adieu. Il y eut des larmes et des rires. En se remémorant ces anecdotes, la grand-mère déterminée, qui avait marché des kilomètres pour défendre une fille, la femme humble qui avait appris à un homme sans abri à revendiquer sa crédibilité, la bénévole infatigable qui ne s'était jamais rendue face à l'indifférence institutionnelle. Au centre, un grand portrait de Carmen montrait son regard ferme et serein, comme celui de celle qui sut transformer l'adversité en force collective. Lucie, la voix brisée par l'émotion, conclut l'hommage avec ces mots « Ma grand-mère m'a appris que chaque personne, quel que soit son âge ou sa condition, peut changer le monde avec la vérité. Merci, grand-mère, d'avoir été le premier phare de cette lumière qui brille aujourd'hui dans tant d'âmes. Je vous promets que nous suivrons votre héritage, que nous élèverons nos voix pour ceux qui restent invisibles, que nous défendrons la justice avec la même passion avec laquelle vous nous avez inspirés. » Et ainsi, sans gestes grandioses finaux, l'histoire de Carmen devint un héritage vivant, non pas un récit clos, mais une rencontre permanente de volontés qui continuèrent à lutter affaire après affaire jusqu'à ce que la parole des marginalisés cesse d'être un écho étouffé, pour devenir le fondement d'un système plus humain. Car en fin de compte, découvrir tous ceux qui l'ont connu que la justice est quelque chose qui se construit à la force du poignet, avec des mains calleuses et des cœurs enflammés, un jour à la fois.